Bonsoir tout le monde. On est pile à l'heure. Je vois que les gens sont en train d'arriver massivement, donc c'est très bien. Euh, Si vous avez des questions, vous les posez, on les notera et je pourrai y répondre à la fin, tranquillement. Mais notez tout, posez toutes les questions que vous voulez. Euh, donc, on va parler ce soir de nouveaux concepts de greffe osseuse. On a un bon programme. Vous allez voir, c'est sympa. Euh, On va attendre 2-3 minutes, les temps que les gens arrivent. Je suis en train d'arriver encore, là. Pas mal. Voilà. Ouais. On attend encore 2 minutes, là. Hein. Si tu as des questions, tu me dis. Parfait. Allez, on y va. Théo Laplane est avec moi. Dis coucou. Bonjour à tous. Voilà. Donc, on va passer 1 heure sur les nouveaux concepts de greffe. On vous a déjà fait quelques webinaires là-dessus et vous allez voir l'évolution extrêmement intéressante. On en a parlé, je le redis et je le répète, que le Covid a changé notre vie. Je répète ça chaque fois parce que c'est vrai tous les jours. Et il y a beaucoup de choses qui changent notre vie actuellement. Et notre vie ne sera plus jamais la même. Et il faut s'adapter. Euh, je- vous tous, je pense que vous voyagez plus. Vous voyagez beaucoup moins. Ça n'est plus la même chose. Et tout à l'heure, j'ai donné une autre conférence et la présidente qui me présentait me disait, voilà, Patrick Palassi qui donne des cours dans le monde entier. J'ai Patrick Palassi qui donnait des cours dans le monde entier. Parce que même si on peut le faire, on a moins envie. Et c'est pareil en bouche. En bouche, des nouveaux concepts sont en train d'évoluer et ça, on ne sera plus comme avant. On ne sera plus comme avant. Il faut qu'on se fasse simple, qu'on ait moins de cas, qu'on ait des interventions qui soient plus fiables. Et tout ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Euh, Ne croyez pas que vous allez pouvoir d'un coup changer tout ça et repartir comme si rien n'était. Ce n'est pas vrai. Les patients ne sont plus les mêmes, les exigences ne sont plus les mêmes, la rigueur est nécessaire. Et encore plus de nos jours, les gens font attention à la sepsie, à la rigueur, au protocole. Euh, Si votre salle d'attente est vide, ils sont très contents. Si vous ne pouvez plus vous permettre d'avoir des gens qui se baladent dans les cabinets comme avant. Les interventions ne peuvent plus s'enchaîner comme elles le faisaient. Elles s'enchaînent, mais dans la quiétude. Et c'est très bien en fait. Hein. Et le bon côté, c'est qu'on travaille plus tranquille. On prend les patients les uns après les autres. On prend plus de temps pour eux. Et finalement, il y a un bon côté quelque part. Hein. Et c'est comme quand le sida est arrivé, on travaillait avant sans gants. Et on disait, mais quand même, vous vous rendez compte, il faut mettre des gants. Moi, avec les gants, je ne sens pas comment je travaille. Et maintenant, c'est pareil, il faut faire attention. Et il faut avoir les outils nécessaires pour extraire les dents comme il faut sans faire de dégâts, euh, analyser la stabilité des implants, parce qu'on va faire de plus en plus de mise en charge immédiate. Euh, euh, Toutes ces choses-là, des matériaux qui soient fiables, et tout ça, ça fait partie de notre arsenal. Les gens vous disent, oui, mais ça coûte cher, hein, ces choses-là. Mais c'est pas vrai. Ça coûte cher, mais si vous avez des pertes d'implants, si vous perdez des tables externes, tout ça, ça coûtera encore plus cher. Les gens vont revenir et les gens n'ont pas envie qu'ils reviennent. Et tout ce protocole aujourd'hui est un point important. Les gens regardent ça et ils nous font des observations, ils reviennent avec plaisir et vous devez voir vous-même dans vos cabinets, puisque si vous êtes là ce soir et que vous pourriez très bien être en train de prendre un café chez vous,
c'est que vous êtes passionné. Et si vous êtes passionné, vous avez fait ce qu'il fallait. Et vous voyez, comme on le voit nous, c'est que les gens sont attentifs à cela et regardent moins qu'avant les prix, l'écoute et vous suivent dans ce que vous dites. Parce que je leur dis, moi, la rigueur, le protocole, l'asepsie, ça a un coût. Moi, je ne néglige rien. Je ne veux pas arriver à mégoter sur ces choses-là. Donc, ça a un coût. Et vous pouvez très bien aller chez des centres low cost, ça coûtera moins cher, mais ce n'est pas la même chose. Voilà, il y a une clientèle pour chacun, une patientèle pour chacun, et voilà ce qu'il en est. Et puis, on va parler, on va commencer par un cas. Ceux qui sont venus à Marseille me voir connaissent ce cas, ou d'autres qui m'ont entendu parler quelque part. Comme j'ai fait beaucoup plus de cours à l'étranger qu'en France, donc tout le monde ne connaît pas ces cas-là. Mais je voulais présenter ce cas-là qui est extrêmement intéressant. Une jeune patiente s'est présentée il y a quelques années, 39 ans, souffrant de 20 ans d'anorexie. 20 ans d'anorexie. Énorme, parce qu'on ne sait pas comment ces patients vont réagir. Ce sont des gens qui ont un métabolisme qui est complètement abîmé, et refaire de réhabilitation, qui plus est, chez une patiente de 39 ans, c'est énorme. On n'a pas beaucoup de patients de 39 ans chez qui il faut faire toute la bouche. Et quand en plus, il n'y a plus de dents et qu'il y a une anorexie, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Cette patiente-là, une patiente brillante, elle veut faire maintenant 39 kilos tout mouillé, m'est adressée par son rhumatologue qui me dit, écoutez, monsieur Palassi, cette patiente vous l'adresse, mais elle n'est pas bien du tout. Elle est très mal et en fait, dans l'état où elle a une chance sur 3 de passer de l'autre côté. Très intelligente, brillante, mais bon, elle n'est pas en très bon état. Et quand je discute avec elle, je me rends compte qu'elle n'a plus de dents, qu'elle a un appareil qui est épouvantable. Voilà ce qu'elle a. Elle a une bouche de quelqu'un de 90 ans. J'ai une patiente centenaire que je traitais, elle n'a pas une bouche comme ça. Et on se dit qu'il y a quelque chose de grave. Et puis, on démonte la prothèse, on enlève la prothèse amovible et on voit que les praticiens qui l'avaient traité l'ont laissée dans un état misérable, alors qu'elle ne méritait pas. Je vous dis, elle est vétérinaire, elle donnait des conférences avant d'être dans cet état-là dans le monde entier. Et puis maintenant, elle vit recluse dans un hôpital. On ne sait pas si c'est un rebasage ou du tartre qui est en bas. On voit que le praticien était occluso conscient puisqu'il a remonté la DVO de façon extrêmement sérieuse. Et tout ça, ça ne tenait pas la route. Donc, la première chose, effectivement, c'est de faire des radios. Ce n'est pas parce qu'on fait attention, qu'on regarde, qu'on change les protocoles, qu'on oublie ce qu'on a fait. Et on se rend compte qu'en vomissant, avec l'acide, elle s'est bouffée les racines. Et il y a quelques petits chicots. Et c'est quelque chose d'épouvantable. Première des choses, on lui fait une première intervention. On va tout nettoyer, faire propre, mettre du MP3, compacter tout ça pour essayer de sauver ce que l'on peut. Et au moins qu'elle ait une bouche saine et une prothèse amovible haut et bas qui puisse tenir la route. Mais on voit quand même qu'elle a perdu beaucoup d'os, en haut et en bas. Et quand on fait le scanner après les extractions, voilà ce qui reste. Quand on fait selon les coupes, on voit qu'il reste ça. Alors ça, chez une patiente normale, c'est difficile. Mais quand on a une patiente qui a 20 ans d'anorexie, ça devient encore plus compliqué. Il n'est pas question de lui faire des prélèvements de crête iliaque, elle n'en a plus. Elle fait 39 kilos. Vous ne pouvez pas l'ouvrir, ce n'est pas possible. Donc, il faut essayer de faire ça et être le moins agressif possible. Et la médecin me dit, mais attendez, on ne peut pas s'amuser à l'opérer comme cela. Chaque fois que vous allez l'opérer, c'est 3 semaines d'hospitalisation. On essaie que les courbes reviennent au vert et ensuite on revoit. Donc, moins vous en faites, mieux c'est. Donc, j'ai décidé en premier temps d'extraire tout, prothèse totale. Deuxième étape, on voit bien sur le scanner ce qui se passe. Regardez dans les secteurs postérieurs, au niveau des 16, 23 et 26, c'est une coquille d'œuf. Il n'y a plus rien. Et à la mandibule, regardez, au niveau de la 47, le nerf dentaire est au sommet. Donc, elle n'a pas plus d'os que ça à la mandibule dans les secteurs postérieurs.
Ça veut dire que si elle continue comme ça pendant 5-10 ans, elle va avoir une fracture spontanée de la mandibule. Déjà, cette patiente-là est mutilée parce qu'elle ne supporte plus sa prothèse. Elle fait des conférences, elle a arrêté. Elle fait du sport, du jogging, elle a arrêté. Elle fait de la danse, elle s'est arrêtée parce qu'un jour, elle a perdu l'appareil en dansant. Elle ne fait plus rien. Et puis, il faut aller doucement. Il faut aller vite et doucement. Et on décide de l'opérer. D'abord en bas. On va bien sûr pas faire de mise en charge immédiate chez elle. On préfère être tranquille. Mais on fait un protocole classique, standard. Elle n'a pas beaucoup d'os. Je lui ai mis 5 implants selon le modus Brenmark. On repère le nerf dentaire, les implants distaux, l'implant du milieu, 2 implants là, pas de pilier angulé, pas de fort. On fait du classique. On ne va pas s'amuser à faire des fantaisies. Et quand on me dit que quand les cas sont difficiles, il faut faire des piliers angulés et des holland forts, ben, plus difficile que ça, il n'y a pas. Et on fait du classique malgré tout. Et plus on est simple, et plus on est sophistiqué. Et je lui mets 4 implants en taraudant, parce qu'il n'y a que de l'os basal, tout ça. Donc en taraudant, en faisant saigner, en fermant le tout. L'intervention se passe bien. On n'a pas de suite opératoire. Tout est parfait. Et ça nous encourage à faire le haut. Et je lui avais dit, écoutez, on va faire le haut, mais le haut, on va essayer de greffer. On va attendre 4-6 mois. 6 mois plutôt parce que vous n'êtes pas en très bonne forme. Et on mettra des implants. Voilà les 5 implants en bas. Vous repérez donc l'émergence du dentaire, là aussi, trou mentonnier, qui est au sommet de la crête. On n'a pas de paresthésie, tout se passe bien. On met l'os à plat comme pour un novum, vous voyez. Comme ça, tous les implants vont sortir au même niveau et tout se passe bien de ce côté-là. Maintenant, on va en haut. En haut, c'est compliqué. Parce que quand on prend le scanner, regardez, c'est transparent. On dirait vraiment une coquille d'œuf fatiguée. Et puis, il faut la traiter quand même. Donc, on récline un lambeau. Tout ça, c'est joli. Il y a un petit peu d'os, rappelez-vous, il y avait encore un petit peu d'os au niveau des zones canines latérales. Et je décide de lui mettre 8 implants. Des implants étroits. Là, c'était des Brenmark System 3.3. Et j'avais prévu, en fait, de faire les 2 élévations de sinus, de fermer. Puis, en ayant compacté le MP3, je me suis rendu compte que l'os était dense. Et dans l'intervention, je dis, ben, pourquoi pas tenter de mettre les implants? Si ça ne bouge pas et que c'est stable, il reste 1 millimètre d'os, mais on va voir ce que ça donne. Et ce qu'on a fait, un côté, 4 implants d'un côté, vous voyez, canine, latérale, prémolaire, molaire, élévation de sinus. Et là, on n'a mis que du MP3. Du MP3, c'est de l'os porcin avec 20% de collagène. C'est tout ce qu'on a fait. Très simple, pas de fantaisie. L'autre côté, la même chose. J'ai décidé de mettre les implants en même temps. À ras de la crête, bien sûr. La patiente est repartie avec sa prothèse amovible avec un bon rebasage. Et on l'a dit surtout, faites attention de ne pas forcer. Bien sûr, régime liquide pendant un bon moment. Mais j'ai mis 8 implants en disant que, vu la quantité d'os et vu l'état général, il se pouvait que je puisse perdre des implants. Et si j'en perdais 2, il m'en restait 6. Et je voulais quand même lui faire une prothèse. Et je ne voulais pas la réopérer, cette patiente-là. Et donc, ceinture, bretelle, on lui met 8 implants. Et on attend. Dans ce cas-là, j'ai attendu 5 mois. J'aurais attendu 4 mois. J'ai dit, pourquoi pas attendre un mois de plus? On n'est pas pressé. On ne sait pas quel est son métabolisme. On ne sait pas ce qui va se passer. Et on a attendu. Au bout de 5 mois, on met la phase 2, on met les piliers. Et regardez, les piliers sont parfaitement intégrés. Les implants sont parfaitement intégrés. On a suffisamment d'espace. Utilisation des bornes et des drapeaux qui d'ailleurs sont plus disponibles. On va voir avec nos amis de prêt pour les faire refabriquer. Mais vous voyez, tout est bien. Les tissus mous qui sont parfaits. Les implants sont parallèles. Pas de piliers angulés, pas de fantaisie. On fait du stable, du simple et du fiable. C'est ce qu'il faut faire. J'ai toujours fait ça. Il faut le faire encore plus maintenant. Et puis, on met les implants du bas. Regardez, au même niveau. Ils sont parfaits. C'est une très bonne surprise. Et ça, c'est bien. Et puis, on se dit, mais qu'en est-il de l'intégration de ces implants-là? Est-ce que c'est solide? C'est pas solide? Alors, vous allez me dire, bah oui, mais on va taper un peu dessus et on verra si ça va ou non. Et en fait, dans des cas aujourd'hui, de plus en plus, et pour tous mes cas, j'utilise l'Ostel parce que je veux savoir où j'en suis et c'est
quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce que quand on met des implants comme ça, à la mandibule aussi, bon, ça va, si c'est intégré, c'est parfait. Mais au maxillaire, on est parti de rien du tout. On est parti c'était de l'air. C'était de l'air. Et en partant d'une bulle d'air, on a reconstruit de l'os avec du MP3. C'est pas mal quand même, hein. Et c'est quand même bien, dans un cas comme celui-ci, dans un état de santé compromis, de se dire, bon, ben, qu'en est-il de la stabilité de ces implants? Si le matériau est bon, et si moi j'ai bien travaillé aussi, et la patiente aussi, ben, ça doit marcher. On met l'hostel à la mandibule, qu'est-ce qu'on voit? 85. 85, vous savez que 70, c'est une valeur, c'est vert. On peut mettre un implant en fonction, on est dans l'extrême stabilité. 85, on peut accrocher la patiente au plafond. Mais je ne suis pas surpris, parce que c'est un os basal, c'est forcément dense, mais le problème, ce n'est pas parce que c'est très dense que c'est très bien. Parce que plus c'est dense, et moins c'est vascularisé. Donc, c'est le compromis. Mais tous les implants sont intégrés avec une stabilité extraordinaire. On était entre 82 et 85 à la mandibule. Donc, 5 implants parallèles, je sais que je n'aurai pas de souci, a priori. Et puis maintenant, on va voir en haut. Et là, c'est le point d'interrogation. 5 mois, pose d'implant et de greffe simultanée, dans 0 chez une patiente anorexique. Et qu'est-ce qu'on voit? 77. Valeur magnifique. On regarde l'autre angulation, 77. Tout le maxillaire, j'étais entre 72 et 77. C'est-à-dire que, en partant de rien du tout, en utilisant du MP3 seul, en attendant 5 mois, j'ai fabriqué un os identique à un os mandibulaire chez une patiente anorexique. Si avec ça, vous n'avez pas confiance dans ce matériau, il vaut mieux changer. Mais je ne sais pas ce que vous allez trouver. Ça veut dire une chose, c'est que tout ce que je vais vous dire après se base sur une expérience. Ça fait 18 ans que j'utilise ce matériau et donc j'ai confiance. Et je ne voulais pas m'amuser à une patiente comme ça, à jouer le cochon d'Inde de laboratoire, parce que l'échec chez elle était très cher payé. C'était où elle basculait d'un côté, ou elle basculait de l'autre. Et là, on est en train de pencher du bon côté. Et on va lui faire bien sûr une prothèse amovible, où on va devoir gérer l'esthétique, la fonction, l'occlusion, la phonétique. Et que cette patiente se réhabitue à avoir une prothèse fixe et voir pendant 6 mois si le remodelage osseux est favorable. 6 mois plus tard, tout est parfait. Ça n'a pas bougé, les valeurs sont les mêmes. Et donc, on va vers la prothèse définitive qui avait été faite par Jean-Louis Brouillet à l'époque à Marseille. Une superbe prothèse. La patiente est folle de joie. Mais regardez la perte de substance considérable qu'avait cette patiente-là. C'est énorme. Et puis, en moins d'un an, puisqu'on a attendu 6 mois, donc depuis le début, 7-8 mois, c'est rien du tout. En moins d'un an, on est passé de ce que vous voyez à gauche, voyez, avec pas de lèvres, des rides, le sillon nasogénien marqué, une patiente qui paraît 20 ans de plus, à une patiente qui paraît son âge, avec des soutiens de lèvres. Et l'esthétique des prothèses implantaires passe par le soutien des tissus mous périimplantaires et des tissus mous faciaux. Et on est passé chez cette patiente de ça à ça en 8 mois. Je trouve que c'est sensationnel, personnellement. Et elle aussi. Parce que regardez, quand elle sourit, maintenant, c'est plus la même. Elle reprend ses activités professionnelles, affectives. Elle change de vie totalement. Et on peut dire que c'est un succès total. Parce que cette patiente est passée de ça à ça en moins d'un an. Et on voit dans son sourire que c'est plus du tout la même. Elle a repris ses activités. Je reçois des cartes postales de ces animaux avec des photos d'oiseaux, de moutons, de vaches, je sais moi. Et tout va bien. Elle est stabilisée. Bien sûr, on n'arrête pas une anorexie par juste quelques bouts de métal. Mais attendez, ça n'a rien à voir.
C'est une autre personne. Elle a retrouvé une joie de vivre et une vie normale. Le temps passe, parce que le temps passe pour nous tous. Et temps zéro égale zéro problème. Le temps passe, et que se passe-t-il? 6 ans plus tard, on voit la patiente qui est là, qui est adorable, qui est très contente. Et elle nous dit qu'elle retrouve sa vie. Elle nous dit qu'elle ne pouvait plus danser, elle ne pouvait plus faire de conférences. Elle était solitaire, elle a retrouvé un copain et la vie a changé totalement. Et ça, c'est la plus belle des choses. Et puis le temps passe, le temps passe. Et 11 ans plus tard, la prothèse est toujours là. Zéro problème. En serrant, elle s'est mise à fracturer 2 petites facettes là. Elle a impulsé ses dents. Mais regardez, l'os que l'on a, les implants sont toujours là. Ils se maintiennent parfaitement bien. Regardez le bas, toujours pareil. On n'a rien perdu. 11 ans plus tard, c'est la même chose. Des implants standards, des piliers standards, une prothèse standard, rien d'extraordinaire. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir des trucs extraordinaires pour que ça marche. Si on respecte la nature, si on fait des choses propres, simples, ben ça marche. C'est tout. Et cette patiente-là, on la voit 11 ans plus tard, ben elle est encore plus belle qu'elle était auparavant. Donc, c'est une joie de vivre. Et c'est une joie de vivre pour nous. Parce que si on se défonce, il y a toujours des patients. Vous êtes tous dans cette salle, dans vos salles à vous. Mais ensemble, on est tous ensemble passionnés. Et on a toujours quelques patients qu'on a envie de porter plus loin. Et quand ces patients ont vraiment envie, mais c'est là que ça marche. Et vous le savez, quand des patients viennent à reculant en disant attendez, il ne faut pas faire ci, j'ai pas envie, et puis c'est cher et c'est pas cher, c'est là qu'on a des pépins. Et là, je savais qu'on avait gagné, qu'on allait gagner et on a gagné. Mais une chose qui est une des leçons, soyons simples, on utilise des produits que l'on connaît, on ne s'amuse pas à changer tout le temps, et on fait des techniques que l'on connaît et on ne change pas tout le temps. C'est ce que j'ai toujours dit dans mes cours à Marseille, c'est ce que je continue à dire et que Théo va continuer à vous dire maintenant, parce que c'est toi qui parles maintenant. Voilà. Vous avez vu l'introduction là, plaf, comme ça. Allez. Merci Patrick. Bonjour à tous. Voilà, donc je prends la suite pour vous parler un peu de ces biomatériaux que nous utilisons nous au quotidien. C'est un cas un peu extrême qu'on vous a montré, mais je vais tenter de vous, parmi les nombreux matériaux que propose PRED, de vous permettre de situer dans quel cas utiliser tel matériau ou tel matériau. Alors, avant de parler de biomatériaux et de comblements osseux, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous savons que lorsque nous effectuons une extraction sans comblement osseux, nous allons en fait créer une désorganisation du tissu osseux, parce que lorsque nous ne comblons pas le tissu osseux, nous avons une perte osseuse qui va se créer dans les 3 sens de l'espace, que ce soit en épaisseur, en hauteur, et lorsque nous allons réintervenir pour poser notre implant, nous allons être dans une mauvaise situation. Donc, on va réorganiser juste cette diapo. Voilà. Hop. Donc, la résorption s'effectue dans les 3 sens de l'espace et lorsque nous laissons le tissu osseux se cicatriser de façon autonome, lorsque nous allons réouvrir pour y mettre notre implant au bout de quelques mois, nous allons nous retrouver face à un tissu osseux de faible qualité, puisqu'il aura pris le temps de cicatriser de lui-même. Et nous savons aussi que durant les premiers mois, la résorption s'effectue assez rapidement. Lorsque nous recevons nos patients au cabinet, nous nous retrouvons souvent dans des situations où ces patients ont subi des extractions sans utilisation de biomatériaux et nous nous retrouvons dans des situations qui sont complexes, dans lesquelles nous devons effectuer des reconstructions en deuxième intention, où cela consiste parfois en des greffes d'apposition ou encore dans des greffes sinusiennes qui sont plus complexes, plus lourdes, que ce soit au niveau des suites opératoires et aussi financièrement pour le patient et avec un résultat clinique qui sera moins prévisible, ou en tout cas moins prédictible.
Lorsque nous effectuons notre extraction, la première chose à laquelle il faut penser, c'est d'effectuer cette extraction de manière atraumatique. Pour cela, nous utilisons au quotidien au cabinet un piézotome, et nous avons aussi d'autres outils qui nous permettent de préserver au maximum le tissu osseux. Et en préservant nos parois, l'intégralité de notre paroi, nous allons favoriser la stabilité du caillot sanguin. Et en plus, si nous faisons notre comblement osseux, nous allons favoriser la stabilité du caillot sanguin mélangé à notre comblement osseux. Si vous avez préservé l'intégralité de vos parois, vous aurez du tissu osseux résiduel qui sera présent à 360 en périphérie du matériau, et vous allez pouvoir avoir une cicatrisation optimale durant laquelle les cellules osseuses vont migrer au sein de votre greffon pour recréer du tissu osseux. Votre biomatériau va faire office de mainteneur d'espace et va permettre de maintenir à la fois ce qu'on a dit, l'épaisseur de votre tissu osseux, mais aussi son niveau actuel. Lorsque vous allez réintervenir pour positionner votre implant, vous serez donc dans des conditions qui seront optimales. Et notamment, nous, au cabinet, nous ne faisons que du système transvissé. Donc, si vous avez une situation idéale quand vous réouvrez, vous pourrez beaucoup plus facilement positionner votre implant dans une situation compatible avec un système vissé. Vous aurez alors facilement une réhabilitation qui sera fonctionnelle, mais aussi esthétique. Schématiquement, voici une situation optimale dans laquelle nous avons préservé nos 4 parois osseuses, notre comblement osseux se maintient. Si lors de notre extraction, nous avons fracturé la paroi vestibulaire, ce qui peut arriver fréquemment, nous nous retrouvons dans une situation qui peut être plus compliquée lors de la reconstruction. Si notre matériau manque de stabilité, nous allons avoir du mal à faire maintenir ce matériau et nous aurons une perte de notre greffon partielle. Vous l'avez compris, si nous perdons des parois supplémentaires, la reconstruction devient de plus en plus compliquée, les résultats de moins en moins prévisibles, et nous aurons une surprise à la réouverture. Bien sûr, si nous n'avons pas de parois, l'augmentation verticale, c'est un challenge qui reste aujourd'hui d'actualité. Voici un exemple de chirurgie que j'ai effectué où, cette fois, nous avions une 11 et une 21 à extraire. Donc, un cas où la conservation des parois osseuses est indispensable. Voici le piézotome que nous utilisons. Celui-ci, c'est un piézotome de WH. Donc, nous prenons le temps de nous immiscer au niveau du ligament parodontal, entre la dent et le tissu osseux. Et vous voyez, nous mobilisons petit à petit la racine et la deuxième, tout en préservant nos parois osseuses. Ouais, on voit l'intégrité des parois. On prend le temps, bien sûr, de bien cureter, de la bétadine verte pour la désinfection, couplée à de l'eau oxygénée que nous allons laisser agir pendant un moment avant de rincer l'intégralité. Les alvéoles sont propres et nous allons pouvoir ici utiliser, en l'occurrence, du GTO qui va permettre de combler ces alvéoles, donc dans une situation optimale où nous avons nos 4 parois et nous avons ici une situation clinique très favorable à une bonne cicatrisation qui nous permettra, dans un deuxième temps, de mettre 2 implants dans un axe idéal pour une prothèse vissée fonctionnelle et esthétique. On prend le temps de bien compacter le biomatériau, c'est indispensable, et nous suturons ensuite l'ensemble. Alors dans ce cas-là, on a recouvert le matériau par une éponge de collagène simple et ça a été suturé par-dessus. Donc, le Génos, c'est le premier biomatériau que nous avons utilisé chez Pred. Il est conditionné sous forme de flacon. Et dans ce flacon, vous avez des granules d'os qui peuvent être porcins, ou aussi bovins, ou équins encore. C'est des granules d'os qui sont corticospongieux, mais qui sont collagénés. C'est-à-dire que c'est les premiers granules que nous avions à notre disposition qui contenaient du collagène
de base, collagène natif. Donc, c'est ce qui fait que les résultats sont meilleurs, ou en tout cas, que nous, on a vu des résultats à la réouverture. On réouvrait plus tôt et on avait un tissu de meilleure qualité plus rapidement. Donc, vous avez ce conditionnement sous forme de flacon qui est, dans ce premier cas, nous, on le réserve en association avec du PRF, notamment du PRF liquide, parce qu'on peut créer, pour ceux qui connaissent, du sticky bone et avoir du coup un biomatériau extrêmement stable pour des reconstructions osseuses. Donc, vous avez la nécessité d'hydrater vos granules pour la manipulation. Quand vous allez hydrater ces granules, comme ceux-ci sont constitués de composés de collagène, le collagène est hydrophile et ça va permettre une expansion du matériau qui va augmenter sa stabilité. Donc, c'est l'un des points forts du matériau. Bien sûr, comme vous devez faire un certain mélange, vous avez un risque de contamination croisée, mais si vous faites ça dans des conditions d'asepsie correctes, vous n'aurez pas de problème, mais ça reste un détail qui n'est pas négligeable. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'associer avec le PRF et nous réservons bien sûr son utilisation pour les greffes sinusiennes où nous mélangeons du Génos avec du PRF liquide pour obtenir du sticky bone qui a une bonne stabilité au sein du sinus. En vidéo, vous pouvez voir ici, c'est le docteur Chocrone qui est en train de nous préparer du sticky bone. Donc, voici du Génos auquel nous avons ajouté du PRF liquide. Donc, le PRF, ça a été un prélèvement sanguin chez le patient que nous avons fait centrifuger pour séparer les globules rouges de la fibrine. Et nous récoltons de la fibrine sous forme liquide, qui est la fibrine riche en plaquettes. Donc, dans ce cas-là, il a en plus récupéré l'exsudat des membranes. Donc, c'est l'exsudat qui découle des membranes au fond de la boîte. Et ça permet d'accélérer la coagulation. Donc, là, c'est une petite astuce où vous allez, quand votre sticky bone met du temps à prendre, vous récupérez l'exsudat et puis vous le rajoutez en plus au PRF liquide et au Génos. Et on obtient, vous avez vu, comme une petite savonnette, du sticky bone qui est extrêmement stable. Donc, on passe de granules, un peu comme sous forme de sable, à quelque chose d'extrêmement dense. Et en plus, il nous a fait une membrane de grande étendue qui nous fait un mélange optimal pour notre future reconstruction. Oui, il se régale dans la confection de ce biomatériau. Et voilà, donc vous voyez comme c'est extrêmement dense, il ne se déchire même pas le matériau. Voilà. Donc nous réservons le Génos et le PRF pour la reconstruction au niveau sinusien. Vous avez ensuite le MP3 qui est donc c'est une évolution du Génos au sein duquel vous avez eu un gel de collagène qui a été ajouté. Et ce gel de collagène va permettre de lier les grains entre eux. C'est pour ça que vous avez ce conditionnement en forme de seringue, c'est-à-dire que votre matériau sera d'emblée stable, facile d'utilisation, parce que vous avez une seringue et vous pouvez positionner votre matériau directement au niveau du site dont vous avez besoin. Et vous allez pouvoir en plus, comme les granules sont agrégés, dans des cas de communication, quand vous avez fait une extraction avec du molaire, par exemple, avec des racines intrasinusiennes, et qu'au fond d'alvéole, vous avez une petite communication ou autre, vous avez moins de chances que le matériau diffuse dans votre sinus. Donc, c'est une sécurité. La stabilité est augmentée. Si vous avez une stabilité de votre greffon, vous aurez de meilleurs résultats parce que votre greffe prendra mieux. Donc, c'est un détail qui n'est pas négligeable du tout. C'est une évolution majeure. Et ça, cette évolution a été rendue possible par la conservation du collagène dans le biomatériau. Les premiers biomatériaux qui sont sortis, les laboratoires n'arrivaient pas à conserver le collagène parce que c'est une protéine. Et là, notamment, c'est une protéine animale qui est conservée et elle était reconnue dans l'organisme comme une protéine étrangère et le greffon était rejeté. Donc, c'est une évolution majeure. Le collagène a été conservé tout en optimisant la stérilisation du biomatériau et qui, du coup, est biocompatible. Enfin, donc on voit le MP3 sous forme de seringue.
et vous avez le GTO qui est une évolution qui est apparue il y a 3 ans à peu près, 4 ans, merci, 4 ans, et qui est encore une évolution du MP3 où cette fois vous avez un gel de collagène mais qui est à 20%, qui fait qu'il est encore plus dense. Moi, je compare un peu à du Cavite, hein, c'est la même chose au niveau de la texture, et vous pouvez le modeler un peu comme vous voulez. Et en plus, vous avez un copolymère synthétique qui est ajouté dans ce biomatériau et qui permet aussi que quand vous le positionnez en bouche, celui-ci va durcir. C'est-à-dire que déjà, de base, il est stable et ferme, et en plus, quand vous allez le mettre au niveau du site, il va encore durcir. Ce qui fait qu'il a une stabilité telle que même si vous passez l'aspiration dessus, les granules, ils ne bougent pas. Ce qui veut dire que vous avez une réelle simplification de la reconstruction osseuse, puisque vous avez un biomatériau qui est stable, qui est ferme, et qui fait que vous pouvez l'apposer à n'importe quel type de défaut osseux. Et nous, on le réserve surtout pour des greffes d'apposition, parce que c'est, notamment au niveau antérieur, c'est les reconstructions qui sont compliquées et qui permettent, en tout cas, d'avoir une extrême stabilité et de reconstruire beaucoup plus facilement qu'avant une bonne quantité d'épaisseur osseuse. Donc, on a fait le tour des biomatériaux que commercialise Pred, mais le point commun que vous devez retenir, c'est que tous ces matériaux sont à base de collagène, et on sait aujourd'hui que le collagène a d'énormes propriétés qui sont favorables à la cicatrisation, notamment à la prolifération cellulaire, c'est-à-dire des cellules qui viennent du tissu osseux résiduel, et qui va permettre en quelque sorte de shunter un peu la cicatrisation du tissu osseux, puisqu'on va lui donner directement la trame de collagène au sein du défaut osseux. Donc, ça fait, on va dire, moins de boulot pour le tissu osseux pour sa cicatrisation. Donc, nous, généralement, même le GTO, ça peut arriver qu'on réouvre entre 2 et 3 mois pour y positionner l'implant et ensuite laisser l'implant cicatriser avec le greffon lui-même. Donc, c'est quand même une évolution qui est majeure et qui peut nous faire gagner du temps et aussi d'avoir des résultats cliniques qui sont bien meilleurs. Voilà, donc tout ça, vous allez le voir dans les cas cliniques que le Dr Palassi va vous présenter maintenant. Et j'espère que c'est un peu plus clair au niveau de l'ensemble des biomatériaux que commercialise Pred. Voilà. Allez. On va continuer. Il y avait quelques questions. Là, j'ai vu. Il y en avait une qui était sur l'ordre. On rince. Donc, on va, dans toutes les extractions, ou dès que j'ai un acte, ou même si je dois réintervenir sur une périimplantite ou un truc comme ça, bétadine, oxygéné, 10 volumes. On attend, on laisse mousser, et ensuite on rince au sérum Phi. C'est le protocole que je fais tout le temps. Le site devient parfaitement clean et ça réduit le nombre d'infections de façon mais spectaculaire. Et les suites opératoires sont de façon étonnante très bonnes aussi. Il y avait une autre question en disant et ostéobiol pour les biomatériaux. En fait, ostéobiol, c'est le nom de la firme italienne et les produits sont le Génos, le MP3 ou le GTO. Voilà en gros ce qu'il en est, qui sont tous les trois des produits porcins avec du collagène. Donc, pour revenir sur un cas simple, on se retrouve là 3 mois après avoir extrait une prémolaire où il y avait de gros dégâts. Et en fait, dans des cas simples, si aujourd'hui vous pouvez ouvrir, mettre votre biomatériau, là c'était du MP3, compacter le biomatériau, regardez les dégâts qui sont considérables, regardez à 3 mois et demi, regardez l'os que l'on a. C'est dense, c'est vascularisé. Et vous avez vu les lésions que nous avions. Et on se retrouve avec un os qui est parfaitement dense et qui se maintient bien. Regardez. Quelqu'un dit qu'en ouvrant, c'est mou. Si effectivement, ça saigne trop quand il y a du GTO, il est évident qu'il y a ce que je fais de GTO, il faut éviter que ça saigne. Donc, vous faites tout ce qu'il faut pour que ça saigne le moins possible. Et à ce moment-là, il faut le compacter, le sécher, et vous n'aurez pas de problème de biomatériaux qui soient mous, comme on peut le dire. Vous voyez, regardez, là, on n'a pas mis de biomat, on n'a pas mis de GTO, et c'est dense, et il n'y a pas de problème de ce côté-là. On fait la technique de papille, regardez, et on se retrouve, on était à 75 à 3 mois, on a reconstruit de l'os de façon simple,
et on a traité un cas qui était difficile, qu'on a, en 3 mois, transformé en cas facile. On fait une suture périostée, on suture la papille, et on va pouvoir mettre une dent en place tranquillement. Donc, extraction, compacter. Il faut compacter le matériau au maximum. N'ayez pas peur. Ça fait plus de 10 ans que je compacte et que je le dis. Et aujourd'hui, de plus en plus d'articles sortent en confirmant en fait qu'il faut compacter. Voilà, regardez, à une semaine, la papille est là, les tissus sont parfaits et le travail terminé, où tout se maintient bien et on n'a aucun problème. Un cas simple. Et puis, il y a des cas où on doit extraire et essayer de faire, si on peut, des mises en charge immédiates. Donc, on va essayer d'extraire, d'essayer de préserver les papilles, de faire des greffes conjonctives si nécessaire et de faire une mise en charge immédiate. Dans un cas comme celui-ci, où j'ai mis quelques implants dans le secteur postérieur, cette patiente vient me voir et me dit maintenant, écoute, je commence à avoir des problèmes devant. Je lui avais dit à l'époque qu'il fallait se faire traiter les secteurs antérieurs. Maintenant, elle est en bout de rouleau. Mais regardez, j'ai fait des élévations de sinus ici il y a 15 ans. Et 15 ans plus tard, regardez, c'est du MP3. Ça n'a pas bougé. Les sinus sont sains. On n'a pas de souci de ce côté-là. Mais regardez, dans le secteur antérieur, on a des lésions partout. On a perdu de l'os. Si on fait des coupes, regardez, au niveau des implants, c'est parfait. Mais où il n'y a pas d'implant, on a perdu de l'os ici. On n'a plus d'os en vestibulaire. Et là aussi, et ça fait partie de cas où la piézo est la bienvenue. Parce que si vous perdez la table externe, vous ne pouvez plus faire de mise en charge immédiate. Et après, on aura de gros problèmes esthétiques. Donc, essayez d'être délicat. Donc, on va ouvrir, essayer de regarder les implants que l'on a posés il y a 15 ans, qui sont parfaits. Des implants Brenmark System standard. Et là encore, on utilise la piézo pour arriver à extraire les dents le plus délicatement possible et préserver, bien sûr, ces tissus. La dent vient avec le kyste, regardez. C'est très propre. On fait toujours le même protocole. Regardez, les dents viennent délicatement et on préserve tout ce que l'on peut. On va rincer de la même façon. Les implants seront mis en palatin. Il y a un implant qui est sur la latérale. Et on a décidé, bien sûr, de faire une mise en charge immédiate chez cette patiente-là, qui est très coquette, qui ne voulait pas, absolument pas rester avec une prothèse amovible. Et puis, c'est bien parce qu'on préserve les tissus. Vous voyez, regardez, on rince tout. Regardez comme c'est propre maintenant. On va pouvoir forer en palatin pour le profil d'émergence. Voilà, regardez. Dans la canine, c'est plus large. Et on va venir compacter le biomatériau. Pour ça, je mets le foret et je vais utiliser, puis il y a toutes les parois, je vais utiliser du MP3. À l'époque, le GTO n'existait pas de toute façon. Et avec les compacteurs, vous pouvez obtenir chez Pred, mais on ne peut plus les avoir maintenant, mais des compacteurs que j'ai développés qui sont semi-lunaires, qui permettent de parfaitement compacter le biomatériau. Donc, quand vous allez enlever le foret et mettre l'implant, vous allez avoir une expansion, si vous voulez, et une meilleure compaction, et être sûr d'avoir un biomatériau complètement homogène. Et je peux vous garantir que si vous faites ça, vous allez préserver les tissus. Il y a des gens comme Tarnot ou Froome qui disent bah, écoutez, on ne met rien, il y a un caillot sanguin et c'est vrai, on a de l'os. Dans certains cas, oui, mais si la paroi est trop fine, il y a tout qui se casse la figure et après, on a des spires exposées et ce n'est pas bon. Donc là, vous faites ça, vous garderez les tissus, vous allez avoir des tissus qui vont bien se maintenir et esthétiquement, c'est quelque chose que je fais depuis une quinzaine d'années, ça se maintient parfaitement bien. Vous voyez, le protocole est simple et vous voyez, c'est très confortable de se dire qu'on va mettre des implants dans un matériau qui est là. Et quand vous allez mettre l'implant, vous allez voir, on va le compacter. Il faut faire attention en l'enlevant. Si vous utilisez du GTO parce que vous voulez gagner un peu en hauteur, faites encore plus attention parce que ça colle. Et au prix du GTO, il ne faut pas en perdre trop. Parce que la goutte, les quelques granules coûtent très cher. Mais regardez, on le met en palatin, on compacte le tout, on le bloque, on va tester la stabilité initiale de ces implants à l'hostel et on va pouvoir faire une prothèse. Voilà, regarde comment on lève délicatement et faire une prothèse qui se maintiendra parfaitement bien. Donc, la même chose, les piliers, on rajoute du GTO dans le site d'extraction, du MP3, pardon, de ce côté-là, et on en compacte encore. Vous avez vu comme je compacte? Du PRF pour les tissus mous.
Et la cicatrisation, 48 heures après. Regardez, 48 heures après, les tissus sont magnifiques. Par la même occasion, j'ai extrait les 4 incisives mandibulaires et j'ai mis 2 implants. Et là, on se trouve 6 ans plus tard. Et regardez la texture, la couleur, la forme des tissus en haut et en bas. Et ça se maintient dans le temps. Et regardez, à 6 ans, le profil d'émergence. Et c'est un cas maintenant qui a 8 ans, mais dans 10 ans de plus, ça sera pareil. Ça ne va pas bouger. C'est très fiable, c'est simple et c'est ce qu'il faut faire parce que ça marche bien. Brenmark disait déjà il y a plus de 20 ans, il était en avance, il disait on devrait éviter, chaque fois que c'est possible, d'avoir recours à des chirurgies avancées, compliquées, qui ne sont pas nécessaires et être simple. Il avait tout compris et puis aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. Parce qu'auparavant, avant l'utilisation du GTO, dans un cas comme celui-ci, qu'est-ce que je faisais? On extrayait la dent et on savait qu'il fallait rajouter de l'os pour recréer un support de tissu dur pour les implants, un support de tissu dur pour les tissus mous, pour pouvoir optimiser la stabilité de l'implant, optimiser la position de l'implant et le mettre le plus vestibulaire possible pour préserver la crête et optimiser bien sûr l'esthétique finale. Et on pouvait le faire avec des greffes autogènes qui étaient le gold standard ou des biomatériaux. Depuis 12 ans maintenant, je n'ai plus fait une seule greffe autogène. Je ne sais plus ce que c'est. C'est dommage parce que j'aimais bien. J'aimais bien, ça m'amusait beaucoup, c'était très agréable, mais finalement, ça marche aussi bien sans. Et si ça marchait bien, j'en ai tellement fait des greffes autogènes que ce n'était pas quelque chose qui allait me gêner à continuer. Donc, si aujourd'hui j'ai switché totalement pour des biomatériaux, c'est que ça marche au moins aussi bien et que c'est beaucoup moins invasif et que ça peut se faire. Et j'adorais faire ce type de greffe. J'ai tout fait. Donc, je ne peux pas dire que je ne fais pas de greffe autogène parce que je ne sais pas les faire. Pour faire une greffe comme ça, il me fallait 25 minutes. J'en faisais tellement. Et regardez, je faisais de la marqueterie. Je me régalais à préparer le site, à le couper, à utiliser l'os de forage, mettre 2 petites vis, faire des trous pour la vascularisation. Et quand on ouvrait, c'était superbe. Donc, il n'y a rien à dire contre ça. Il n'y a rien à dire, sauf que les patients, ils n'aimaient pas trop. Mais on avait des beaux résultats. Regarde, en 2004, 2004, ça fait 18 ans quand même. Hein. Regardez, c'était pas mal comme résultat, même superbe. Et puis, le temps passé, 4 ans plus tard, c'était toujours aussi beau. 16 ans plus tard, ça n'a pas bougé. Donc, c'était valable. Seulement, pour les patients, la morbidité, les douleurs, les sites donneurs faisaient que c'était quand même une intervention qui n'était pas à la portée de tout le monde d'une part et de tous les patients d'autre part. Donc, dans des cas d'augmentation, j'avais fait utiliser du MP3 avec des vis, des tenting screws, j'ai tout essayé. Et puis est arrivé le GTO. J'étais avec Ulf Landmark et Roberto Rossi, nous avons été les 3 premiers au monde à utiliser ce biomatériau. Et le GTO, en fait, c'est du MP3, donc du porcin, plus collagène, plus un copolymère. Le copolymère fait que ça va durcir. Dans l'heure qui suit, vous finissez l'intervention, il commence à devenir dur. Si c'est sec, et le lendemain, il est dur comme tout. Prenez un bout de GTO, laissez-le sur la table, vous aurez du corail. Et ça, c'est formidable parce que vous allez pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Une de mes premières interventions, c'est 4 ans auparavant, puisque c'est une radio qui est plus vieille. Regardez, j'avais mis 2 implants sur les centrales et j'ai dû extraire. J'aurais pu faire un bloc osseux, fermer, attendre 4 mois, réouvrir. Et puis je me dis, bon, mais pourquoi pas ne pas mettre l'implant et utiliser ce GTO, on va voir ce que ça donne. Et puis, vous voyez, on arrive à le mettre en place. Et là, vous voyez, regardez, ça ne saignait pas. Donc, il est facile à manipuler. Et on le compacte de la même façon. Si vous le mettez dans du sang comme ça, il ne prendra pas de la même façon. Et regardez, on resculpte l'alvéole et c'est formidable. On a de la pâte à modeler. Et je me suis dit, quand même, si ça marchait, ça serait bien. Et on arrive à rajouter un petit peu de pâte. Et on attend 4 mois. Ce que j'attends toujours, en gros, 3 mois et demi, 4 mois.
Donc, on ferme le tout tranquillement et on réouvre 4 mois plus tard. Et 4 mois plus tard, qu'est-ce qu'on voit? L'implant est là et l'os est là. Regardez, 4 mois plus tard, on a un os qui est en place. Et vous voyez, contrairement à ce qu'on m'a dit, c'est pas mou. Vous le voyez que c'est pas mou. Ça ressemble à de l'os. Vous avez vu l'intervention directe et c'est ce que l'on voit quand on utilise ce biomatériau utilisé convenablement. C'est pour ça qu'on fait des cours et on montre tous les petites astuces, les petits tuyaux. Il y a beaucoup de petits tuyaux. J'ai développé depuis 4 ans une infinité de solutions pour une infinité de problèmes. Et dans certains cas, maintenant, quand on a des extractions trop importantes, on peut utiliser du GTO. Quand on a des cas comme ça, auparavant, c'était des cas où on ne laissait rien, on ne faisait rien, l'os se résorbait, c'était une élévation de sinus. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Parce que quand on voit des radios comme cela, avec des scanners comme ça, ben, il n'y a plus rien du tout. Donc, vous enlevez, c'est tout plat, élévation de sinus, et on traite. Avec du GTO, ça va durcir et ça va rester. Donc, on va pouvoir le compacter. Et quand on le compacte, ça va rester en place. Regardez, il n'y a plus rien du tout, hein, là. Au niveau de la 26, regardez, en palatin, il y a une furcation atteinte. Et puis, en compactant ça, regardez les coupes que l'on a au niveau des 26-27. On le voit là. Et soudain, on a de l'os. Et on va pouvoir mettre des implants de 4-3 de diamètre, de 10 mm de long, 12 mm de long. Parfait. Donc, on a réussi à transformer un cas difficile en cas facile. Pas mal. C'est ce qu'on veut, en fait, hein, et éviter une élévation de sinus. J'aime bien faire des élévations de sinus, mais si on peut éviter, ce n'est pas plus mal. Donc, pour cela, une extraction minutieuse des racines, la piézo, doucement, on sectionne les racines, on les enlève, on préserve les alvéoles. Plus on a d'alvéoles, mieux c'est. Et on va compacter le biomatériau et remodeler ce GTO par-dessus les défauts. Et si on a des tables externes perdues, ben on va pouvoir les recréer, au moins partiellement. Regardez, dans ce cas-là, on réouvre 3 mois et demi plus tard. Il y a 2-3 particules qui sont ici. Mais regardez, rappelez-vous la radio, on a soudain quelque chose de dense, on a un bel os, on va pouvoir mettre 2 implants. Et regardez, ce n'est pas mou, hein. C'est dense, on a 2 beaux implants et on attendra. On ne va pas faire une mise en charge immédiate, on n'est pas pressé. Attendons que tout se stabilise. Ne poussons pas la machine trop fort. Mais si on prend un hostel là, je vous garantis qu'on est à 70. L'autre côté, vous vous rappelez les lésions énormes que nous avions? Regardez. 3 mois et demi, 4 mois, regardez ce que l'on obtient. Ça change, hein? Et donc, on va pouvoir mettre 2 implants une fois aussi. Et on a transformé un cas qui était très complexe en un cas qui est devenu facile. Un cas pour débutants. Pas mal. Et en plus, les suites opératoires, c'est peanuts. Les patients ne vont rien sentir, ils seront contents et c'est bien. Ce qui veut dire que dans des sites d'extraction, selon les parois restantes, on utilise du GTO ou du MP3, mais ça va nous permettre de maintenir ou de gagner en vertical et de maintenir et gagner ou gagner en horizontal. Si aujourd'hui, de ce webinaire, vous avez retenu ça, je peux vous dire que vous avez gagné la soirée. Et je pense que c'est pas mal du tout. Bien sûr, dans des cas comme cela, on peut utiliser les greffes osseuses avec des biomatériaux parallèlement à l'utilisation d'un plan étroit, parce que ça donne un peu plus de laxité et c'est plus facile. Et donc ça, c'est l'utilisation de biomatériaux. Et on va avoir un cas. Cette patiente, je lui ai déposé des implants il y a 18 ans au niveau des molaires. Elle bruxait, les implants 18 ans après sont parfaits. Après, elle est venue, elle s'est fracturée, elle avait une canine en extension, elle s'est fracturée latérale. Et elle avait cassé, elle explosait ses dents parce qu'elle bruxait comme une folle. J'ai dit, tu sais, maintenant, il faudrait qu'on enlève les dents devant. Non, 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 on ne touche pas mes dents devant. Ça a tenu, ça va tenir. Donc, j'avais rajouté un implant et le praticien a refait la prothèse jusqu'au jour où elle arrive en disant, écoute, maintenant, il y a tout qui bouge. Je suis d'accord, on va mettre des implants.
Le problème, c'est qu'on a perdu de l'os. Vous voyez? Et c'est devant. Et on se retrouve dans cette situation-là avec une gencive très fine, regardez, et des dents qui sont mobiles. Et on va utiliser donc ce biomatériau. On va récliner l'ensemble, extraire la dent délicatement. Voilà le GTO qui arrive, qui arrive en seringue stérile. On va venir le sectionner, vous le voyez, sur la spatule, lui donner la forme voulue. Si une alvéole plus fine, ben, ça sera plus fin. Et on va venir le compacter délicatement, morceau par morceau. On ne peut pas prendre un gros bloc de GTO. Il va s'imbiber de sang et après, vous ne saurez plus quoi en faire. Vous le compactez petit à petit, vous asséchez, vous compactez, vous asséchez, et ainsi de suite. Et petit à petit, vous rajoutez couche par couche pour avoir un ensemble homogène. Et vous mettez une membrane ou une éponge collagène ou rien du tout. Et à ce moment-là, vous suturez l'ensemble et c'est bon. Voilà ce qu'on va faire. Donc, on extrait les dents délicatement chez cette patiente-là. Regardez le bridge, on n'a pas beaucoup de mal pour les enlever. Mais vous voyez, on a perdu quand même pas mal de tissu. Et ça, c'est intéressant. Parce que si vous mettez du MP3, ben, vous n'aurez pas assez de stabilité et vous n'arriverez pas il n'y aura pas de paroi vestibulaire. C'est ce que si vous mettez du GTO, le GTO va durcir et vous allez préserver ces parois. Donc, on va mettre les implants au niveau des centrales et latérales. Pareil, on va compacter le GTO, mais là, c'est plus délicat. Regardez, on le compacte bien et quand on l'enlève, il faut aller très doucement parce que sinon, vous enlevez tout d'un coup. Et on va venir suturer l'ensemble. Mais regardez ce qui est intéressant. On voudrait gagner un peu au niveau de la papille centrale parce que c'est tout plat et les tissus sont fins. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre les piliers et on va rajouter du GTO en vertical. Et on va suturer le tout. Regardez, extérieur, intérieur, palatin, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Et on tire le tout. Et on va avoir deux lèvres qui vont se mettre là, qui vont fermer et faire descendre les papilles. Et on se retrouve, regardez les tissus maintenant, ça ne bouge plus, c'est stable. Mais il y a une réaction incroyable que l'on a en utilisant ce type de matériaux, c'est que pour des raisons que personne ne connaît, ce sont des hypothèses, mais on est en train de travailler dessus, c'est que les tissus mous réagissent de façon extraordinaire. Les tissus cicatrisent beaucoup plus vite, deviennent plus épais. Voilà les implants. Et regardez la beauté des tissus que l'on a. Rappelez-vous comme c'était fin. Regardez la beauté des tissus sans greffe conjonctive. C'est-à-dire j'ai réduit le nombre de greffes conjonctives de façon significative également. Si on continue, on n'aura bientôt plus rien à faire. On n'a plus de sinus, on n'a plus de greffe. Mais regardez la beauté des tissus, les papilles qui sont en place. On va pouvoir faire des dents provisoires. Mais lorsqu'on dévisse l'ensemble, regardez la merveilleuse réaction des tissus mous que l'on a. Et chaque fois qu'on réouvre, les tissus redeviennent épais. Vous vous rappelez comme c'était fin au début? Et regardez ces tissus que l'on a ici. On va pouvoir faire une belle prothèse provisoire. Les tissus cicatrisent et on pourra refaire une prothèse définitive sans aucun problème. Mais regardez la couleur, la forme, la texture des papilles qui sont vraiment magnifiques. Et je me suis dit que peut-être qu'on pouvait gérer les tissus mous avec les tissus durs. La gestion des tissus mous, ça a toujours été mon dada. J'ai fait ma réputation à l'échelle mondiale avec mes papilles. Donc, je ne devrais pas être content, mais je suis content parce que c'est plus simple et on arrive à avoir de bons résultats. Ça, je vous l'ai montré déjà. Et regardez ce cas. C'était un cas de greffe autogène avant. On a une belle perte qui va jusqu'à l'apex. Regardez la perte osseuse que l'on a. C'est un cas que l'on peut considérer comme un cas compliqué. Effectivement, un prélèvement symphysaire, ramus, on met un bloc, on ferme, on suture, on attend. Mais si on avait, et on l'a, une pâte nous permettant de compacter ça, comme de la pâte à modeler, de suturer le tout, d'attendre 4 mois et d'avoir quelque chose de dur, ça serait pas mal, non? Et on va essayer de faire ça là-dessus. L'utilisation
comme vous l'avez vu sur le schéma, et on va venir en mettre. On en met même un peu sur les dents voisines, histoire de renforcer un peu les tissus mous autour des dents voisines où on a perdu de l'os. Et on commence à faire une première couche, on fait une deuxième couche, on le compacte, et puis soudain, regardez, on fait le scanner, et regardez ce qu'on a gagné comme matériau. On n'avait plus rien du tout de ce côté, et on s'est retrouvé avec suffisamment d'os pour mettre un implant. 4 mois. Regardez l'épaisseur des tissus. Regardez ça. Considérable. Étonnant, hein? Et c'est ce que je trouve tout le temps. Et là, une fois de plus, je l'ai compacté et c'est dur. Et je peux mettre mon implant dedans. Mon implant étroit, dans un os qui est dense. Je suis une borne drapeau, je suis dans l'axe, je continue mon forage et je vais mettre mon implant étroit, 3,5 de diamètre, 13 mm de long. Et regardez, on l'enfouit et on va mesurer à l'hostel. On est vert, on est à plus 70, 72. C'est-à-dire qu'à partir une fois de plus de rien du tout, on a obtenu un os maxillaire, mandibulaire, excusez-moi. Donc là, on va laisser cicatriser, on fera une phase 2 et ça ira bien. Et vous me direz, mais pourquoi à 72, vous n'avez pas fait une mise en charge immédiate? Parce que ce n'est pas parce qu'il est bien stable que je suis sûr que la maturation de l'os est totale. On est récent dans l'utilisation de ce matériau, ce n'est pas la peine de prendre des risques. D'où il vient, il peut bien attendre 3 mois de plus. Ce n'est pas la fin du monde. Hein. Donc, on a la ceinture et les bretelles, on attend tranquillement, on attend que l'implant s'intègre, on mesurera. Dans ce cas-là, on était à 75 lorsqu'on a mesuré et on a fait une belle prothèse de ce côté-là. Mais ce qui est quand même magnifique, c'est de voir la réaction tissulaire après avoir mis cet implant et avoir utilisé ce GTO qui est vraiment, regardez, phénoménal. Regardez la vue occlusale. Vous vous rappelez la radio du début? Et puis, on n'a pas eu de greffe autogène, on n'a pas fait de prélèvement, il n'a pas eu mal, il n'a pas enflé. Alors c'est sûr, il y a quelqu'un qui disait ça coûte 300 € le tube. Oui, je sais, moi je leur laisse beaucoup, beaucoup d'argent. Mais je m'en fous si ça marche. Et puis on va terminer par ce cas-là pour aller un peu plus loin dans ce raisonnement. Cette patiente a un odontome de ce côté-là. Regardez, les tissus sont fins quand même malgré tout de ce côté. Et on va extraire et on va mettre l'implant. Et on se rend compte qu'il y avait une concavité de ce côté et on a des spires apparentes. Et je m'en fiche totalement parce que je vais prendre du GTO, je vais compacter et ça sera de l'os. Je vous l'ai montré sur le cas d'avant. Donc, d'avoir des spires exposées en vestibulaire, ce n'est pas un souci. C'est pour ça que j'utilise des implants droits. Il y a des techniques comme on a des implants avec des coudes ou des angulations, c'est très bien aussi. Mais si on peut faire simple et avoir un implant dans l'axe et mettre du biomat et que ça marche bien, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, les tissus étaient assez fins, on a une récession, regardez au niveau de la canine. Ben, si on pouvait peut-être en même temps gérer la récession avec du GTO au lieu de le traiter avec du tissu mou, ben, ça serait peut-être pas mal, non? Donc, on va essayer de mettre une première couche en haut, très fine, et on va compacter. Regardez, c'est tout sec, hein, ça ne saigne pas. Je remets une deuxième couche pour avoir quelque chose de bien. Et puis, je vais mettre une troisième couche ici pour arriver à redonner un peu de volume de ce côté-là. Et on va voir ce que ça va donner. On suture le tout. Regardez, on a fait un repositionnement coronaire au niveau de la canine. Les tissus, regardez, ça redevient rose tout de suite. Regardez le biomat qui dépasse de ce côté-là. L'implant qui est en place. Et puis, le traitement, il doit être simple. Donc, une augmentation des tissus durs et des tissus mous en utilisant du GTO, pas de tissu conjonctif, et on a fait une mise en charge immédiate. Regardez, avec le GTO, on se trouve là, il y a un peu d'œdème
le lendemain. Mais à 10 jours, regardez, vous vous rappelez la récession? Regardez les tissus conjonctifs qui se refait. Regardez la beauté des tissus que l'on a autour de notre prothèse provisoire. 10 jours. Regardez la cicatrisation que nous avions, l'incive latérale, la cicatrisation, et on est parallèle, on est au même niveau, et on n'a plus de récession de ce côté-là, et les tissus sont bien. Pas mal, hein? Ça donne des idées, ça. Et aujourd'hui, je suis en train de travailler dessus, parce que j'arrive à obtenir des résultats qui sont de plus en plus prometteurs. Regardez le résultat. Regardez la texture, la forme, la couleur des tissus mous et la restauration finale qui est en place. On a pris un peu de retard. Alors, ce qu'on va faire, on va terminer par un cas qui va vous plaire. Parce que sinon, on va rester jusqu'à 9 h du soir. Et on va là. Regardez. Cette patiente a des problèmes paro par ailleurs, mais un problème essentiel devant. On va extraire ces dents-là. Et quand on fait le scanner, on se rend compte qu'elle a perdu vraiment beaucoup d'os. Et elle me dit, mais j'aimerais, si possible, ne pas passer par une prothèse amovible. Et je vous dis tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai dit, vous savez, là, vous me demandez beaucoup. Parce que je ne me sens pas vraiment confortable avec ça. C'est une patiente que vous connaissez depuis des années qui m'a dit, écoutez, faites ce qu'il faut, essayez, si vous pouvez, tant mieux. Mais quand on voit la radio, on se rend compte que ce n'est pas terrible. Et là, et là. Mais je me dis que si j'ai du tissu mou autour et que je prenne du GTO, que je le compacte, les tissus mous qui sont en place vont me permettre de maintenir les tissus et le GTO va pouvoir durcir. Et c'est ce qu'on a fait. On a foré, on a mis les implants et on a mis le GTO. Et on l'a compacté au maximum. Et voilà le volume que l'on a gagné. La chirurgie, regardez, il ne fallait pas qu'il y ait un coup de Mistral trop important parce qu'elle avait perdu des dents avant. On extrait bien sûr l'utilisation de la piezo malgré tout, même si elles sont venues toutes seules pour tout nettoyer. Le même protocole, bétadine, oxygéné, on rince le tout. C'est bien propre maintenant. Et on va venir forer en palatin. On fera 2 mm. Palatin. Et on va venir de 4,2,8 pour des implants de 3,5. Et on va venir bloquer les implants. Et la question maintenant est de se dire, bon, est-ce qu'on va faire une mise en charge immédiate? Et je vous dis tout de suite, si on n'est pas l'hostel, je n'aurais même pas essayé. Pas la peine. On ne sait pas ce que c'est. C'est un truc de fou. Mais je me dis que si je peux mettre du GTO, bloquer les tissus, regardez les tissus mous, et mettre, je suis en vert de ce côté, on ne le voit pas, mais c'est vert, je vous jure. Je mesure les deux, je suis à 68, 72. C'est pas mal du tout. Donc, je peux les bloquer. Je vais relier mes deux implants, bien sûr. On va perdre des dents unitaires. Je vais compacter le GTO maximum. Regardez, qui va tenir en place. Je n'ai même pas fait de lambeaux. Donc, il est entouré de tissu mou. Et je vais le compacter au maximum en mettant les. Vous voyez, je mets les SmartMeg, je les laisse. Et comme ils sont plus petits que l'implant, je peux compacter au maximum. Et j'en rajoute, et j'en rajoute, et j'en rajoute. C'est très long, hein. Il faut aller tout doucement. Regardez, c'est sec, ça déborde. Je n'utilise pas de PRF. D'ailleurs, les GTO, je n'utilise pas de PRF. Je vais prendre l'empreinte. Je vais ma suture comme l'autre côté, tranquillement, pour faire descendre la papille. Et on va prendre l'empreinte et on va faire la dent provisoire. Et vous allez voir la réaction du tissu. Vous allez voir ça. Ça ne bouge pas. C'est bien. On prend l'empreinte. Mais avant, quelques mots sur l'hostel. Tout le monde n'est pas familier, tout le monde le connaît plus ou moins, mais peu de gens l'utilisent. Et je peux vous dire que j'utilise tout le temps.
Parce que si vous faites une mise en charge immédiate, il vaut mieux que vous soyez du côté de la sécurité. Parce que si vous promettez au patient qu'il va partir avec ses dents et qu'il se retrouve avec les dents et les implants dans la main au bout de 15 jours, ça fait mauvais genre. Ils n'aiment pas. Si par contre, vous savez que vous êtes dans des valeurs acceptables et que vous limitiez le risque, à ce moment-là, on est bien. Parce que si vous dites à un patient, vous savez, je prends le risque, on va faire une mise en charge immédiate, mais c'est très risqué. Les patients, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas prendre de risque. Mais si vous dites, écoutez, on va faire une mise en charge immédiate, mais on va mesurer, analyser. Si l'os nous le permet, on fera une mise en charge immédiate. C'est plus rassurant, et pour vous, et pour le patient, et pour le correspondant, s'il s'agit d'un correspondant. Donc, là, vous allez envoyer des pulsations magnétiques, des vibrations au niveau du SmartPeg, du petit insert qui est vissé dans l'implant, et la fréquence de résonance est mesurée. C'est-à-dire qu'il va y avoir des micro-vibrations. Et à ce moment-là, plus l'implant est stable, plus la fréquence, le quotient de stabilité initiale sera élevé. Et si vous avez un quotient élevé, ça veut dire que c'est bien bloqué et que c'est bien. Donc, c'est différent du torque. Parce que quand vous mesurez la résistance, vous ne mesurez que les forces axiales. Quand vous faites la fréquence de résonance, vous mesurez la résistance et la micromobilité au niveau latéral aussi. Et c'est ce qui fait que vous perdez des implants. Voilà l'intérêt. Et quand vous avez une valeur de plus de 70, vous savez que vous pouvez faire une mise en charge immédiate, en général, pour des dents unitaires ou des arcades totales. Si vous avez une valeur qui va entre 70 et 69, ben, pour des cas d'arcade totale, il n'y a pas de souci. Pour des dents unitaires, attendez quand même. Si vous avez entre 60 et 64, pour une mise en charge immédiate encore, sur une arcade totale, oui. Mais en cas partiel, faites attention. Si vous avez un patient tonique et qui ait des problèmes occlusaux, pas trop d'implants, attendez, pas la peine de se précipiter. Si des cas unitaires, alors certainement pas de mise en charge immédiate à 62. Ça ne tient pas la route. Et si vous avez moins de 60, ben vous faites une technique conventionnelle, vous fermez, vous attendez 4 mois, vous réouvrez, vous mesurez et vous faites votre mise en charge. Et si la valeur n'est pas bonne, c'est que l'implant n'est pas bien. Donc, on attend un peu plus et à ce moment-là, on pourra mettre en charge ou non les implants. Donc, vous voyez, c'est quand même extrêmement important de savoir où l'on est et de ne pas travailler n'importe comment. Dans ce cas-là, regardez, ça, c'est 48 heures après. Regardez les tissus. Le bridge provisoire en place, la vue latérale, une semaine après, 15 jours après. Regardez ça. On est passé de ça à ça. Et voilà la patiente qui est extrêmement contente et qui sourit avec son traitement. Vous voyez qu'on peut aller très loin, beaucoup plus loin que ce que je pensais auparavant. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut être fou. C'est un matériau, quelqu'un disait justement, il est mou. C'est qu'il faut l'apprendre à le manipuler. C'est pour ça que dans les cours, on explique les petits détails. Il n'est pas facile à utiliser, mais quand on l'utilise et qu'on arrive à le maîtriser, extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Je peux vous dire que c'est en train de changer ma vie professionnelle, vraiment. Et tous ceux qui l'utilisent, ceux qui dans ce groupe-là écoutent ma conférence, je suis sûr que vous pourrez me dire probablement la même chose. Juste une chose, pensez que Bredmark disait toujours, pensez d'abord et ensuite coupez. Juste pour vous dire que on fait depuis des années pas mal de cours. Aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt extraordinaire avec ce biomatériau et tous les cours que l'on a fait, même se sont arrêtés. On a repris l'année dernière, on a fait tranquille. On a fait un il y a 15 jours. On a un cours prochain au mois de mai-juin qui est plein. Septembre, il me reste 2 places et il n'y a plus de cours. Donc peut-être qu'on va essayer d'en faire un de plus l'année prochaine. Donc voilà mon mail. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit mail en disant je serai intéressé. On vous enverra les documentations juste pour se dire est-ce qu'on va
mettre sur pied un cours supplémentaire ou non. Voilà. Sachant que les 2 cours prochains sont pratiquement… Le septembre, il y a 2 places. Mais je crois qu'il y a déjà les inscriptions qui sont arrivées. Donc, vous envoyez un petit mail ou alors vous contactez les personnes de PRED aussi ou de WH. Vous dites, écoutez, je suis intéressé. Ils nous le transmettent et on voit. Parce que ces cours-là, c'est des cours très sympas. On a 2 jours de chirurgie. On travaille beaucoup. Le soir, on va bouffer dans les meilleurs restaurants de Marseille, tous ensemble. C'est très, très agréable. Il y a une bonne ambiance et je montre la vraie vie. Je montre ce que je vous ai montré là. Je ne m'amuse pas à prendre un cas avec Sados et 2 implants pour montrer que je suis fort. Je m'en fous. Si on a des problèmes, on les montre parce que vous et tous ces gens qui viennent là reviennent. J'ai des gens qui sont venus 7 fois suivre des cours parce qu'il y a toujours quelque chose et des évolutions. Donc, on vous attend si vous voulez venir. Et juste cette petite vidéo, c'est en anglais. C'est pour un groupe de praticiens sud-africains, anglais et sud-africains. I just said to colleagues this morning that I think it's the best money I've ever paid for anything around implants. And I go to many conferences every year, but this has been absolutely the highlight in the last few years. So now we've got the perfect line, you see. Le meilleur argent qu'il ait pu dépenser dans toutes les conférences qu'il a pu suivre depuis des années. These people are a great experience, and it's interesting that to see that they still find something to learn. So when even you think it's over, there is always to learn. And the concept I developed, I want people to leave my center having in mind that they can change the practice and simplify the treatment, and even by simplifying the treatment, be able to treat more sophisticated cases. Jean Chef, mon ami de 20 ans. He's answered all the Assisté de mes questions that I've been asking merveilleuses petites assistantes qui ont mes chevaux de course. for many years. So it has been a most wonderful experience, and I cannot wait to go back to my practices and apply these things which I have learned over the last 2 days. C'est une expérience extraordinaire et je languis de retourner dans son cabinet pour appliquer ce qu'il a pu voir. Voilà mes amis. Le regret que j'ai, c'est que je suis tout seul. J'aurais aimé parler avec vous. On m'a même supprimé les questions. Je n'ai pas de questions. Donc, écoutez, j'espère que j'ai été suffisamment précis. Et au plaisir de vous voir. Et merci pour votre attention. Et bonne soirée. Bye bye. Merci.